alors qu'elle gisait dans mes bras, au seuil de la mort, m'implorant des yeux d'achever sans plus tarder ma sombre entreprise, j'avalai les dernières gorgées de son sang. La délicate saveur métallique de sa sève provoqua un frisson qui me parcourut l'échine et alla exploser dans ma tête, libérant un feu d'artifice de sensations et de plaisirs exquis. Je répondis à son expression légèrement apeurée par un regard doux, plein de tendresse, qui traduisait alors tout l'amour que j'avais pour elle en cet instant. Pendant un court moment, elle put oublier la douleur liée à son état temporaire de faiblesse. Elle n'avait plus qu'à s'abreuver de mon sang pour entamer sa transformation. Je mordis mon poignet et m'apprêtai à lui faire goûter à ce breuvage maudit. Ainsi, elle pourrait renaître après sa mort terrestre. Ainsi, nous pourrions vivre ensemble, unis pour l'éternité. L'éternité. À cette époque, ce mot-là semblait encore idyllique et plein de belles promesses. Chapitre 1er. Exode rural. Nous étions en 1850, et les fulgurants progrès de la science et de l'industrie redessinaient alors le paysage urbain des plus grandes capitales européennes. Leur expansion semblait sans limite, attirant toujours plus de monde en quête d'une vie meilleure au moyen de ces opportunités inédites. Londres organisait les préparatifs de la toute première exposition universelle, érigeant un immense palais de cristal au beau milieu d'Hyde Park. Jamais je n'avais vu un bâtiment d'une telle ampleur se construire aussi rapidement. Nous basculions trop brusquement dans une nouvelle époque, et certains d'entre nous étaient trop attachés aux traditions pour se laisser engloutir par le modernisme, en particulier la vieille noblesse. Il n'était alors pas rare d'assister à l'exode de ces familles aisées qui regagnaient leur manoir de province pour retrouver le calme de la campagne, loin de toute cette agitation citadine. En ce début de février, mes domestiques bouclaient les dernières malles de ma propriété londonienne, et à l'instar de ces aristocrates passéistes, je m'apprêtais à rejoindre la demeure familiale du Gloucestershire. Cependant, les raisons qui me poussaient à m'éloigner de l'effervescence de la capitale étaient bien plus sombres. J'étais un enfant de la nuit, ce que le folklore du petit peuple appelait vampire. J'étais une créature qui avait outrepassé les frontières de la mort et qui se nourrissait du sang des vivants. Je survivais depuis plus d'un demi-siècle en extrayant la vie des pauvres âmes qui avaient le malheur de croiser mon chemin en ces périodes d'appétit incontrôlable de prédateurs. Si dans un premier temps, Londres m'avait offert un garde-manger bien achalandé, dont les disparitions se noyaient dans la masse des autres crimes perpétrés, la situation devenait maintenant différente. Je pressentais que l'époque dans laquelle nous basculions aurait au fait de dévoiler mon secret au grand jour si je restais dans les parages, attirant davantage l'attention de ceux qui chassaient mes semblables. C'est donc avec le cœur léger et sans aucun remords que je quittais Londres pour retourner vivre dans la maison de mes ancêtres, ou plutôt mon ancienne demeure. Le trajet s'était déroulé sans encombre. Bien installé dans mon fiacre, j'avais joui du paysage faisant preuve d'une patience incroyable au cours des quelques jours qu'avait duré la traversée du pays. L'immortalité vous inculquait comment prendre son temps, ce détail interdit à la race humaine si éphémère. J'avais particulièrement pris soin de lutter contre cette faim irrépressible qui se manifestait subitement comme une poussée de fièvre tropicale. Je n'avais laissé sur notre passage que le cadavre d'une alléchante serveuse d'une auberge isolée qui avait eu le malheur de terminer ses corvées à une heure trop tardive. J'avais abandonné son corps exsangue dans la porcherie derrière la taverne, étant sûr que la voracité de ses habitants aurait effacé les traces de mon crime. En effet, il paraît que la gazette locale ne manqua pas de souligner l'état horrible dans lequel la pauvre jeune fille avait été retrouvée. Le propriétaire de l'établissement avait dû abattre l'intégralité de ses têtes de bétail, devenues soi-disant impropres à la consommation après avoir ingurgité de la chair humaine. Pourtant, cette délicieuse enfant avait un goût si subtil qu'ils avaient sans doute retiré de leurs assiettes la meilleure viande porcine de toute l'Angleterre. Nous parvînmes au terme de notre expédition peu après le crépuscule, à l'heure où la lumière est à peine suffisante pour distinguer les contours du monde qui vous entoure. La neige ne tombait presque plus, et, bien entendu, ma vue était parfaitement adaptée à l'obscurité de la nuit. Aussi reconnus-je sans peine la demeure de Crimson Down Hill, et ce, malgré les années passées loin d'elle. Le manoir avait été érigé à flanc de colline. Il était précédé d'un grand jardin à l'anglaise qui, bien qu'actuellement tapissé de poudreuse, pouvait rivaliser avec les luxueux parcs de la capitale. Le terrain, comme la devanture de la maison, faisait preuve d'une incroyable symétrie très typique de l'architecture élisabéthaine.
Les hautes et larges fenêtres à meneaux qui recouvraient les murs donnaient presque à la façade des allures de miroirs géants. La demeure étant orientée est-ouest, le scintillement du couchant se reflétait en soirée sur les vitres qui renvoyaient cette lueur écarlate auquel nous devions le nouveau nom de baptême de notre domaine. J'admettais volontiers toute l'ironie de ce patronyme. Dénommer ce terrain l'aubre pourpre à cause de sa teinte crépusculaire avait déjà de quoi amuser les esprits pointilleux. Et qu'il soit devenu l'héritage d'un vampire pour qui vêpres correspond au début de sa journée, semblait être un coup du sort plein d'humour noir. Cette partie du bâtiment avait été rajoutée du temps de mon père, qui avait ainsi modernisé notre manoir des tendances de son époque. Cependant, les ailes les plus reculées appartenaient à l'édifice initial, celui dont mon lointain ancêtre avait fait l'acquisition. Ce côté de la maison, plus ancien, avait été construit dans un style gothique des plus déstructurés. Jalonné de 2 tourelles pointues et richement décorées, l'enceinte se dressait face à l'orée du bois. Ses fenêtres, en forme de toile d'araignée, conféraient un point de vue imprenable sur l'armée d'arbres menaçants qui semblaient vouloir disputer la possession de ce lopin de terre, brandissant leurs branches nues en direction du mur est. Je ne pus m'empêcher de voir cette disposition comme une métaphore de ce que j'étais devenu. En apparence, un jeune homme de bonne famille, appartenant à la haute société, le parfait gentleman anglais. Au fond, un être noir, froid, broussailleux et sauvage. Sauf que mes propres épines étaient bien plus mortelles que celles des ronces qui recouvraient maintenant les pierres de Crimson Dawn. Finalement, il ne faisait nul doute que je me sentirais bien ici.